Je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire référence à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo qui puisait une partie de sa sagesse dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde est une seule famille. Pourquoi je cite Sri Aurobindo? Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse dans un chapitre entier, écrit il y a 100 ans, ou presque 100 ans, en 1919, un chapitre intitulé « Les États-Unis d'Europe ». Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix au congrès de la paix de 1849, où il parlait déjà des États-Unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a 100 ans. Et écoutez ce qu'il disait. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelle qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et Sri Aurobindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Parce que je ne veux pas de nationalisme français, je suis un patriote et comme le disait Charles de Gaulle,
c'est normal d'être patriote, c'est aimer sa patrie, le pays de ses pères, c'est comme aimer ses parents. Et De Gaulle disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français, mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde. Il n'y a pas de sujet plus important et plus grave que celui-ci, puisqu'il touche directement à l'avenir même de la France, à l'avenir de nos enfants, à la façon dont nous concevons l'existence sur Terre. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis également le seul à dénoncer dans la construction européenne un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. La France, redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, il n'y a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit le principe de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations Unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la charte de l'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique.
mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité. Je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. C'est le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris, afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie, où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple, sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien, nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, les Cévides à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais du Parlement européen de Strasbourg, que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays, à quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde, à quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde, nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale.
notre participation dans le cadre des Nations Unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permettent d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. Il y a une vie après la construction européenne. Mes chers amis, il est maintenant temps de conclure. Vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France! Mais vous allez voir, on va le faire! Nous allons faire une véritable révolution par les urnes. Parce que face à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France! Vive la République et vive la France!